pouvoir lancer. Allez, bon podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pantographe, votre nouveau podcast pour vous tenir au courant de l'actualité des mobilités. Cette quinzaine, pour cette première circulation exceptionnelle de la saison 0, cet épisode desservira plein de gares. On va commencer par parler d'un pass limité qui va sortir dans la région PACA. On fera aussi un petit point sur les tarifs à Lyon. Il y a quand même beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées ces dernières semaines. On parlera des tarifs. On parlera du dossier qui est sorti par Réseau Action Climat. Il ne laissait que choisir sur l'avion qui est souvent moins cher que le train. On aura tout un dossier sur l'ouverture à la concurrence. On parlera des RER et des travaux le soir. Un petit point sur les fortes chaleurs qu'on a connues la semaine dernière, puisque ça a malheureusement perturbé les transports. Et ensuite, on fera un petit pêle-mêle des dernières informations qui sont sorties. Voilà, installez-vous, prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Et on commence tout de suite par la première actu qui est sortie avec un pass illimité qui est prévu pour la région PACA. Donc ça, c'est l'actu.fr qui nous apprend ça. Puisque une carte en illimité, c'est pour bientôt, promet la région PACA. Voilà comment ça va marcher. Donc en gros, ce sera un espèce de méga pass Navigo. On n'a pas encore le prix, mais voilà. On a déjà ce que nous apprend l'article, que depuis le 1er juillet, il y a eu une baisse de 20% de tous les abonnements Zoo, puisque je vous rappelle qu'en région PACA, c'est les abonnements des TER, ça s'appelle TER Zoo. Voilà. On fera peut-être un jour un dossier sur les noms des TER, parce que c'est quand même quelque chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et là, l'idée, c'est de pouvoir voyager avec une seule carte et un seul abonnement. Donc, si vous êtes en région parisienne, c'est un pass Navigo, mais ça n'existe que très peu dans le reste de la France. Donc, on a également une citation du président de la région PACA, M. Renaud Muselier. La mobilité du quotidien est une priorité pour la région sud, avec cette baisse de 20% sur les abonnements dès le 1er juillet, puis la création d'abonnements uniques en 2026. Nous apportons des réponses concrètes, utiles et durables. L'objectif est clair, faciliter les déplacements, soutenir le pouvoir d'achat et encourager les mobilités plus sobres. Il y a déjà des précédents, puisque on a déjà des passes... un pass Sud Azur qui existe déjà. Voilà, on voit que c'est quand même un prolongement de ce qui existait déjà. On avait déjà le pass Sud Azur qui permet de prendre les trains, les trams et les bus du département 06. On a également un pass intégral annuel qui est lui focalisé que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, donc un périmètre un peu plus restreint. Et là, on voit bien que c'est la suite où est-ce qu'on va agrandir l'offre. Mais voilà, ce que nous souligne l'article, c'est qu'on n'a pas le prix, puisque rien n'est arrêté pour le moment. Parce qu'il y a la question de est-ce qu'une telle proposition, vu que le pass Sud Azur, donc sur tout le département, est 88 €,
Est-ce que ce pass-là pourrait dépasser les 100, voire les 200 euros, hein, alors que pour comparaison, un Navigo, c'est 88 euros. Donc, c'est pas exactement le même ratio. Mais on nous apprend qu'un abonnement mensuel entre Nice et Marseille, et seulement sur le réseau TER, est aujourd'hui facturé à 256,40 euros. Donc, voilà. Hein, il faut voir comment ça va se passer. Alors, il y a un petit encart aussi qui nous apprend que contrairement avec le pass Navigo, pas exactement vrai, mais euh, dans les abonnements Zoo, euh, proximité et pass études, il y a également le covoiturage qui est offert puisque la région lance sa première ligne régionale de covoiturage, hein, Zoo Covoit, entre Toulon et Cuers dans le Var. Ligne d'ailleurs qui est aussi qui a déjà été aussi lancée en Île-de-France. Mais je pense qu'on y reviendra dans un prochain numéro. Restons juste avant de passer sur les tarifs à Lyon. On a appris tout à l'heure que la circulation des TER Zoo est à l'arrêt dans dans tout le secteur de Marseille suite aux énormes incendies qui ont lieu en ce moment même. Souhaitons bon courage à toutes les forces mobilisées pour venir à bout de cet incendie. Restons donc sur les tarifs, puisque côté de la métropole de Lyon, bientôt un ticket unique à 4,40 € combinant un trajet train et TCL. TCL, hein, qui est le nom du réseau qui est sur la métropole de Lyon. Donc on y apprend, donc il y a déjà eu une refonte, il y a déjà une refonte tarifaire qui est prévue pour septembre, que toute l'agglomération de Lyon va être découpée en zones. Alors je crois même que c'est sur toute ça va de Belleville en Beaujolais à Lyon. Et à l'est, ça va même jusqu'à Symphorien-sur-Coise. Oui, je me risque à lire des noms. Peut-être que je ne devrais pas faire ça. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Tac. Donc oui, on apprend qu'un billet unique est prévu. Oui, c'est sur tout le département du Rhône. Merci à l'Esbresse dans le chat qui précise ça. Donc les 4,40 €, ce sera sur quoi? Ce sera sur un trajet train plus TCL qui couvre l'ancien réseau des TCL, c'est-à-dire les zones 1 à 2 de l'actuel réseau unifié. Une offre qui n'a rien de révolutionnaire, sachant qu'il existait déjà l'offre T-Libre permettant de cumuler les deux modes par abonnement sur la carte Oura, nous apprend le progrès, mais qui représente une avancée notable dans les rapports entre les élus de la région et la métropole de Lyon. Et oui, parce que donc on avait l'abonnement, hein, mais ça c'est un abonnement à 63,40 € par mois qui permet de prendre à la fois le réseau urbain et à la fois le TER au niveau de la métropole de Lyon, donc exactement sur le même périmètre. Mais là, on est sur du billet à l'unité, donc ce qui est quand même vachement plus pratique pour les occasionnels. La décision a été prise ce jeudi 3 juillet au sein du syndicat des mobilités des territoires de l'aire métropolitaine lyonnaise, la SMT-AML, comme l'a relevé la Tribune de Lyon. Là, ça c'est bien, parce que je trouve que ça envoie un bon signal, notamment sur le fait d'avoir des réseaux unifiés. Et c'est un peu ce qui manque en fait quand on sort de la région parisienne, c'est que souvent on a des cartes à droite à gauche. Ces dernières années, on a quand même de plus en plus généralement une carte régionale qui existe et qui est utilisable sur des réseaux urbains. Mais on n'a pas encore forcément des abonnements unifiés ou des billets unifiés. On est plus encore sur de l'achat occasionnel, enfin de l'achat à l'unité, pardon. Et donc ça, je trouve que ça va dans le bon sens
Donc, à voir quand est-ce que ce sera mis en place, puisque ce n'est pas précisé dans l'article. On passe maintenant. On passe maintenant sur le prix des billets et l'environnement, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis la semaine dernière suite à un dossier de l'UFC Que Choisir, pardon, et du région Action Climat. Donc l'UFC Que Choisir nous apprend que le train, loin d'être toujours le moins cher. Et, ils ont fait un comparatif en se basant sur des prix qu'ils ont récupérés et en les comparant entre le train et l'avion. Donc, par exemple, on a quelques chiffres qui sont dans le rapport. Typiquement, si vous faites un Barcelone-Paris, le prix minimum en train est de 123 €, alors que le prix minimum moyen entre 123 €, alors que le prix minimum moyen en avion est 45 €. Sachant qu'il existe aujourd'hui un train direct qui permet de le faire. Là, le train est quand même 2,3 fois plus cher que l'avion. Un Londres-Nice, c'est x3. Un Paris-Rome, c'est x2,9. Ce qui, en fait, qui s'explique, hein, nous apprend le rapport, qui nous explique en fait que l'avion est moins cher, simplement parce qu'il y a beaucoup d'exonérations fiscales, que quand c'est des trajets en dehors du pays, il n'y a pas de TVA et il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Donc on a par exemple une simulation qui est dans ce rapport. Puisque donc on nous compare sur le trajet Paris-Barcelone en euros et par passager. En avion, avec une compagnie style Air France, on est actuellement à 107 €. Et en rajoutant les taxes, les simulations qu'ils font, on passerait à 134 €. Pour un low cost, on est aujourd'hui à 79 € et on passerait à une centaine d'euros, pareil, en taxant. Si on compare à un TGV Inouï qui fait exactement le même trajet, on est à 103 €. Donc là, ça nous permettrait déjà de remettre à égalité les avions low cost par rapport au train. C'est déjà un peu pas mal. Donc ils proposent en fait des taxes en fonction de la classe et en fonction de si c'est un jet privé ou pas, hein, puisque les jets privés sont très pollueurs, vu que généralement ils ont très peu de passagers à l'intérieur. Donc le rapport nous dit que quand même, sur les trajets domestiques, hein, sur les liaisons intérieures, on est quand même, il y a certains trajets, typiquement le Paris-Bordeaux, le Paris-Lyon, Paris-Clermont-Ferrand, on est 2 fois moins cher via le train. Un Paris-Rennes, on est à 0,2 fois le prix de l'avion. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, un Paris-Rennes, pour 37 € en TGV, pour 216 € en avion. Donc là, pour le coup, c'est vachement compétitif. Par contre, ça marche que s'il y a des liaisons directes. Puisque à partir du moment où on étudie les liaisons qui nécessitent au moins une correspondance en train, là, les tarifs s'envolent, hein, puisque, par exemple l'exemple du Toulouse-Strasbourg, on est à 1,5 fois plus cher en train que l'avion, et à un Bordeaux-Lyon, on est à 2,2 fois plus cher que l'avion. Donc, on a quand même une disparité qui est dommage, et le rapport aussi étudie les liaisons européennes, où on apprend en fait que il y a très peu de liaisons, très peu de liaisons directes, alors qu'en fait il y a un potentiel énorme, que ce soit sur les liaisons intérieures, rajouter des liaisons en province-province, ou aussi rajouter des trains de nuit, puisqu'il y a de forts potentiels.
Je vous recommande la lecture de ce dossier-là. Il est très complet. Donc ça a été fait entre l'UFC Que Choisir, Réseau Action Climat, et ça s'appuie aussi euh, euh, sur des données de Greenpeace qui vont paraître à la fin de l'été. Alex Brest qui, bien sûr, a raison de préciser que aujourd'hui, il y a la TVA sur les vols intérieurs. Ce qui fait que bah, en fait, le train reste compétitif sur les vols intérieurs. Par contre, dès qu'on... euh, en fait, pourrait, par exemple, étendre ce principe de TVA à tous les vols intérieurs à l'Union européenne, par exemple. C'est déjà une avancée. Voilà, donc je vous recommande le rapport qui est très complet, ou alors vous avez des articles dans Libération ou dans France Info qui résument les différents points de ce rapport. On passe à l'ouverture de la concurrence, puisqu'il y a eu une nouvelle en fin juin, puisqu'on a eu la première circulation d'un TER, et aussi à Marseille, hein, les fameux TER Zoo dont on parlait tout à l'heure. On a eu la première circulation réalisée par un concurrent de la SNCF. Et donc c'est un article du blog Quai numéro 2 qui fait en fait le bilan déjà de ce qui se passe à Marseille, en nous indiquant que avec la libéralisation du marché ferroviaire intérieur, la gare de Marseille-Saint-Cyr prend des couleurs. Elle accueille déjà un aller-retour Marseille-Madrid opéré par la Renfe, assuré en rame S100 Alstom TGV. Depuis le 15 juin, Trenitalia propose 4 allers-retours Paris-Marseille avec ses Ferris Rossa ETR 1000. Mais on a également la dernière nouveauté et moins visible, puisque les trains portent la livrée régionale Zoo, du moins pour les rames déjà livrées, à compter de ce 29 juin. Transdev exploite la région Interville, rien à voir avec l'émission de télé, Marseille-Nice, passe de 7 à 14 allers-retours en base. Le service nominal prévoit 16 allers-retours de 6h à 22h, mais les travaux grignotent une partie du plan de transport. Ces dessertes sont à peu près cadencées. À peu près, hein, on y reviendra. Comme d'habitude en France. 9 départs de Marseille respectent la minute 57 de référence et 10 sur 14 la minute 25 au départ de Nice. Le temps de parcours oscille entre 2h38 et 2h40 selon le sens, avec dessertes de Toulon, Les Arcs, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice, Saint-Augustin et Nice-Ville. Morgane qui demande si un service de nuit est mis en place sur ces liaisons intervilles, pourra-t-on dire Topa la couchette? Je pense qu'on pourra dire ça à Topa la fachette. L'article nous apprend également que cette mise en concurrence ne se passe pas très bien dès le début, puisque elle débute en mode dégradé compte tenu du retard dans la livraison des 16 rames Omeo Premium par Alstom. Ces rames remplacent les compositions corail qui étaient en fin de vie et qui libèrent des rames qui étaient également utilisées sur cette liaison, qui vont être redéployées sur d'autres dessertes. Donc, comme il y a eu du retard à la livraison, la conséquence, c'est que la région PACA a dû obtenir le prêt de quelques rames Régio 2N de la part de certaines régions. Non sans susciter quelques critiques s'agissant de les confier temporairement à un opérateur privé. Puisque là, on a quand même PACA qui loue des trains à d'autres régions, donc des trains qui sont normalement gérés par la SNCF aujourd'hui, pour les donner à un opérateur privé. C'est vrai que ça peut critiquer. Et l'article finit en indiquant que c'est peut-être pas fini justement. La région avait lancé un avis de marché en mai 2024 portant sur un périmètre assez large et hétérogène comprenant les dessertes de Marseille vers Aubagne, Toulon, Hyères et les Arcs, mais aussi vers Aix-en-Provence, Pétuis et Briançon, incluant la relation Romance-Valence
Briançon. Donc, ce lot comprend à la fois des dessertes sur la partie occidentale de l'axe Marseille, avec une dimension périurbaine prononcée autour de Marseille et Toulon, et une dimension régionale sur des lignes de desserte fines du territoire non électrifiées. Il sera d'ailleurs intéressant de suivre les propositions des opérateurs pour redynamiser ces lignes, peut-être au-delà des orientations actuellement exprimées, notamment dans le cadre de la préparation de la desserte pour les Jeux Olympiques de 2030. Voilà, donc il y a... Alors, on a eu l'inauguration hein, qui a été couverte par beaucoup de médias. Hein. Alors, il n'y a pas eu de... Enfin, la première journée, parce que ça a été inauguré le lundi 30 juin, sachant que la première journée, il y a eu des perturbations. Voilà. Et les syndicats ont annoncé une grève hein, pour le jour de l'inauguration de ce train-là. Donc, on voit qu'à la fois, cette ouverture à la concurrence, en fait, a été l'occasion aussi de renouveler un peu le matériel roulant, qui peut donner en fait une fausse impression de regarder, on a changé d'opérateur, ça va mieux. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de revoir dans 6 ou 9 mois si Transdev respecte ses objectifs, hein, puisque ils ont un objectif de 97% de TER à l'heure, ce qui est énorme, hein, qui est énorme comme objectif. Donc on verra bien ce que ça donne. Un petit point, on en parlait tout à l'heure sur le cadencement à la française, puisque en France, on ne sait pas cadencer des trains. C'est-à-dire qu'on sait à peu près en mettre un toutes les heures, mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'arrive pas à faire vraiment, comme ce qui existe par exemple en Suisse, vraiment des départs à la minute précise, qui est beaucoup plus lisible pour les usagers. Alors déjà, sur cette ligne Marseille-Toulon-Nice, on a la gare de Carnoul, qui n'est desservie que 4 fois durant la journée. Alors qu'il aurait peut-être été intéressant de justement, pour maintenir ce cadencement, de les faire circuler toute la journée. Et en plus, on a des horaires. Bon, bah, on a au départ de Marseille-Saint-Sernin, on a le 7h57, 8h57, puis on a le 9h55, puis le 10h58, puis le 11h57, midi 57, puis à nouveau le 13h55. C'est quand même dommage qu'on ait du mal en France à pouvoir respecter un cadencement précis qui est généralement source qui est un facteur qui permet en fait d'avoir plus d'usagers. Quand vous avez une ligne régulière et facilement compréhensible, c'est plus simple pour les gens de se dire tiens, je vais y aller en train. Pareil, hein, on peut aussi également discuter des horaires, puisque l'article précédent nous apprenait qu'il y avait il y a des travaux, donc ça ne peut pas aller jusqu'à une certaine heure. Mais du coup, le dernier train est à 19h55 ou 20h57 en fonction de la période de l'année, hein, bien sûr. Et encore, le 20h57, lui, il circule que jusqu'au 7 septembre. Le vendredi, samedi, dimanche, puis après, il circulera que le vendredi et samedi. Donc, c'est-à-dire que le reste du temps, le dernier, il est à 18h57. Enfin, voilà, c'est vraiment pas très clair. Voilà, il y a l'Esbraez qui nous cite dans le chat d'autres exemples, par exemple la ligne Arène-Coulommiers, qui a un cadencement non parfait et qui lui est à 10 minutes. Ça, c'est vraiment un sujet auquel il serait bien que SNCF Réseau creuse. Rapidement, je voulais vous citer également un article du Monde, puisque en Suède, dans un marché libéralisé, la crise du rail s'aggrave. Le pays scandinave est l'un des pionniers de la libéralisation du réseau ferroviaire. Si la concurrence dans le domaine des transports de passagers a permis d'augmenter les cadences et de baisser les prix sur certaines lignes, là maintenant, ça n'a pas suivi.
occasionnant des retards en série. Voilà, donc on a un article du Monde qui fait qui montre que bah, et l'ouverture à la concurrence, donc qui existe depuis 1988 en Suède, bah, n'a pas des effets totalement escomptés sur, euh, sur pour les usagers, pardon, et pas que pour les usagers, hein, puisque on nous cite alors un fabricant de petites maisons en bois qui est au bord de la voie ferroviaire, mais les maisonnettes voyagent aujourd'hui en camion, puisque le chemin de fer est devenu trop cher et incertain. En 2024, seulement 7 trains de marchandises sur 10 sont arrivés à l'heure et la durée des trajets n'a cessé d'augmenter, tandis que le nombre de gares de fret a chuté de 900 à 200 depuis 1989. Voilà. Quoi, il peut y avoir des conséquences. Et Morgan dans le chat nous rappelle également qu'au Royaume-Uni, ils commencent à revenir en arrière, puisqu'au Royaume-Uni, ils étaient même allés à l'étape d'après, qui était de libéraliser l'infrastructure. Et ils ont très récemment renationalisé un gestionnaire d'infrastructure. Pour finir sur l'ouverture à la concurrence, on a eu un coup de gueule de la part de la SNCF, notamment de son PDG. Un tiers des lignes sont déficitaires. Fin de citation. SNCF Voyageurs déplore une concurrence ciblée sur les gares rentables, puisque on a appris que la justice, enfin, l'exécutif ne pourra pas imposer aux concurrents de la SNCF de faire de la desserte fine, que aussi particularité française, les TGV ont la particularité chez nous en fait de ne pas s'arrêter généralement aux grandes villes, mais aussi de continuer et de desservir un tas de petites villes intermédiaires, permet en fait d'avoir des dessertes fines au milieu au milieu du trajet, et donc qui réduit en fait le temps d'accès aux grandes villes pour les voyageurs. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que sur les liaisons qui ont été ouvertes à la concurrence, hein, par exemple l'exemple de Trenitalia, qui fait des trajets Paris-Lyon, Marseille, et qui dessert quelques gares intermédiaires, en fait, il n'y a pas la même stratégie que SNCF Voyageurs, qui, elle, est plus sur une desserte un peu plus fine, hein, et on nous cite la présence de SNCF Voyageurs en TGV dans 200 villes. Et c'est quoi la concurrence? C'est quoi la conséquence de ça? C'est que, et en fait, on commence à le voir sur les liaisons qui ont été adoptées par les concurrents, c'est que on va avoir une baisse de prix. Alors, d'un côté est bien pour les voyageurs, mais en fait, on va avoir une baisse de prix que vraiment entre les grandes villes. Et bah, du coup, bah, la SNCF est obligée un peu de suivre pour que les voyageurs continuent à prendre les TGV. Mais bah, en fait, historiquement, c'est ces dessertes de grandes villes qui étaient rentables qui finançaient les dessertes plus fines. Alors, il y a un système de péage qui, et là je reboucle avec le dossier qu'on avait vu tout à l'heure, qui en fait font que quand un TGV circule, il va payer des redevances qui vont financer les maintenances du réseau, pas que sur la grande ligne, mais néanmoins c'est pas suffisant. Et bah, le risque à terme, c'est que bah, les TGV ne vont se concentrer que sur les liaisons les plus rentables, avec une tarification très agressive, et que bah, les petites villes perdent leur desserte TGV au détriment des usagers. Après, on rappellera que le TGV
n'est pas un service public, c'est de la libre circulation. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation, contrairement à des réseaux TER, où sur les réseaux TER, on est plus sur l'ouverture et un service public avec une obligation de desserte et de résultats. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier sur l'ouverture à la concurrence. En lien aussi, on va faire un petit point côté RATP. Ça, c'est en région Île-de-France. Puisque l'AUT FNOTIC de France nous a partagé les résultats 2024 de la RATP. Donc, ces résultats-là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, en 2024, en millions d'euros hors taxes. Donc, les résultats sont divisés en trois catégories. Nous avons l'opérateur de transport qui a perdu 136 millions d'euros en lieu et place d'un bénéfice de 122 millions d'euros qui était prévu. La partie gestionnaire d'infrastructure qui a un résultat positif de 189 millions d'euros conforme aux prévisions. Et l'activité sûreté qui a un déficit de 5 millions d'euros. Alors, la sûreté ne produit pas d'argent, bien sûr. C'est juste que cette différence se calcule entre la rémunération d'Île-de-France Mobilité et des recettes arrivées de l'extérieur versus les charges d'exploitation et les charges de capital. Au total, donc sur l'année, on a 47 millions d'euros positifs sur la RATP, qui est bien. Mais en fait, dans ce détail-là, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand on voit que la partie opérateur de transport, donc ceux qui font circuler les trains, ça coûte à... les trains et les bus, tout le réseau RATP global, paramètre contractuel, on est quand même à 136 millions de pertes. Donc sur quelque chose qui coûte donc plus de 4 milliards à Île-de-France Mobilité, les charges d'exploitation sont de 4 milliards 178 millions. Le risque, donc alors ça s'explique parce que il y a des tensions au niveau des achats, hein, principalement de l'énergie, que il y a l'histoire de l'achat d'énergie, carburant pour faire des bus, l'électricité pour les bus électriques par exemple. Mais ça pose en fait en question sur l'ouverture à la concurrence qui est annoncée prochainement sur la région Île-de-France. C'est quelles seront les conséquences en fait avec quand on va multiplier les opérateurs. À terme, en fait, on pourra arriver à conclure que la RATP aura donc sa partie opérateur qui sera séparée du gestionnaire d'infrastructure. Il y aura d'autres opérateurs qui vont circuler sur le réseau métro historique au fur et à mesure des ouvertures à la concurrence. Mais si on est aujourd'hui sur 136 millions d'euros de pertes épongées par les résultats de la partie gestion d'infrastructure, quid de demain? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'augmentation des coûts et comme s'interroge l'association, un possible impact sur la prochaine hausse tarifaire? Affaire à suivre donc. On fait maintenant un point sur le RER E. On a appris que le RER E qui est en train de recevoir des rames RER-NG, hein, les nouvelles rames qui sont en circulation depuis l'année dernière. Je ne dis pas de bêtises. Même fin d'il y a 2 ans, fin 2023. Puisque c'est le magazine Ville, Rail et Transport nous apprend que Alstom a décidé de jeter l'éponge et de renoncer à équiper la ligne de RER Éole
d'un système de supervision automatique des trains. Donc c'est la partie ATS. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, donc si vous avez entendu parler de Nexteo, c'est un système qui est complémentaire à Nexteo. Nexteo, c'est de la conduite automatique de train. C'est-à-dire qu'il va recevoir des ordres qui vont lui dire bah, là tu accélères, là tu ralentis. Et il n'y aura plus qu'un conducteur qui va gérer les zones où Nexteo ne sera pas déployé et dans les zones Nexteo qui va globalement gérer les incidents quand il y a besoin de gérer, de faire de la conduite manuelle ou la fermeture des portes à clé. Et l'ATS, c'est en fait toute la partie régulation. C'est un assistant qui va permettre de faire redémarrer des trains en parallèle, par exemple, ou de s'assurer que tel train peut partir de telle gare parce que l'autre train aura le temps de desservir la gare suivante et sans que ça perturbe. Donc, notamment, ATS prévoit de permettre d'aider à résoudre les conséquences des incidents. Et l'article nous apprend que plusieurs hauts dirigeants de SNCF Réseau nous ont confirmé le désengagement d'Alstom. Frédéric Viscart, le président d'Alstom France que nous avons interrogé, a de son côté évoqué une suspension de contrat. Notre source interne affirme également que SNCF Réseau a aussi fait évoluer son besoin par rapport au cahier des charges initial. Des négociations confidentielles, pour reprendre leurs termes, sont entre les deux concotractants pour évaluer le préjudice subi par SNCF Réseau du fait de ce dédit d'Alstom. Donc la conséquence de ça, c'est que... alors déjà, pourquoi? La raison viendrait, selon plusieurs sources, du retard pris par Alstom pour rendre mature la technologie pour en équiper l'est de la ligne à Mantes-la-Jolie. Ce qui a fait dire en fait à SNCF Réseau le 29 novembre dernier que la ligne ne serait pas prête, donc l'extension du RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie ne serait pas prête pour fin 2026 et qu'on vise au fin 2029 pour un lancement complet. Et maintenant, avec à l'époque, SNCF Réseau avait pudiquement expliqué que le nouveau système de digitalisation avec les doigts de la signalisation rencontre plusieurs problèmes et ajouté que son développement et son déploiement sur le secteur de Mantes, très exigeant du fait de la densité du trafic local, ne sont pas suffisamment avancés à ce stade. Conséquence, c'est que pour l'instant, que SNCF Réseau réfléchit à pallier en équipant l'ouest de la ligne uniquement avec son système de contrôle commande centralisé de gestion de la circulation ferroviaire dénommé Mistral NG. Nouvelle génération qu'il faudra tout de même adapter. Donc c'est pas sur étagère. D'après le gestionnaire d'infrastructure, seul le tronçon central de la ligne E du RER et le reste de la ligne côté Est doivent absolument être équipés du système ATS+, afin de permettre le passage plus fréquent de trains. Sur cette partie, c'est Siemens Mobility qui a été retenu pour installer l'ATS+. Donc, voilà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le départ d'Alstom? C'est soit ils ont survendu leurs compétences, soit le projet s'avère vraiment plus complexe que prévu. Mais toujours est-il que c'est un nouveau coup dur pour Eole, sachant que en parallèle, SNCF avait suspendu la livraison de la part Alstom, et oui, encore eux, de la livraison des RERNG. Mais maintenant, ça a repris. Hein. Ça, c'était l'année, en début d'année, ça avait été suspendu et il me semble que ça avait été repris aux alentours du mois de septembre. Cette livraison-là. Mais en tout cas, le RER E, qui était annoncé comme un grand renouveau, de nouvelles lignes, de nouvelles capacités, avec à la fois des nouveaux trains et un nouveau système, il prend vraiment du plomb dans l'aile. Hein. Donc c'est un peu dommage pour les usagers de cette ligne.
On passe sur le RER A. Le RER A, puisque quai numéro 2 nous parle de ponctualité. Hein. Si la ponctualité n'est pas prête de s'améliorer malheureusement côté RER E, côté RER A, eh ben, on observe que le RER A est en bonne santé, puisque le tronçon central affiche une forme olympique, nous indique le blog, avec 97,6% de ponctualité grâce au pilotage automatique, désormais étendu sur la branche châssis à Neuilly-Plaisance. Enfin, la performance de l'exploitation donne lieu paradoxalement à des régulations assez fréquentes qui peuvent altérer le bénéfice sur le temps de parcours annoncé de 2 minutes 15 secondes sur Nanterre et Vincennes. Et ensuite, l'article nous fait les comparaisons de comment sont gérées les branches SNCF et RATP. Puisque on observe sur les branches SNCF du RER A, hein, puisque je vous rappelle que les branches Cergy et Poissy sont gérées par la SNCF, alors que toutes les autres branches du RER A sont gérées par la RATP, on observe un écart de 4 à 5 points. Or, nous indique quai numéro 2, paradoxalement, les branches SNCF font l'objet de multiples travaux depuis de très nombreuses années. Depuis combien de temps la desserte de Cergy et de Poissy n'a-t-elle pas été complète en soirée, la semaine comme le week-end? Interroge le blog. Et ben en fait, il y a eu beaucoup de chantiers de renouvellement depuis une quinzaine d'années. Et la ponctualité est quand même pas terrible. Alors que, en comparaison, le nombre de soirées et de week-ends sans circulation sur les branches de Saint-Germain, Céchy et Boissy, toutes les trois gérées par la SNCF, est quasi nulle. Et pourtant, la fiabilité est au rendez-vous. Cet été, la RATP renouvellera des appareils de voie entre Le Pec et Saint-Germain, nécessitant une interception en août. Pas plus. Au-delà de ces constats, il serait probablement intéressant de questionner la stratégie de SNCF Réseau, compte tenu de la réminiscence des incidents que les travaux cherchent à éradiquer. C'est aussi une question d'ordre sociologique, créant une forme d'inégalité territoriale, d'autant que la ligne L, qui circule sur la branche Cergy, ne constitue qu'une alternative partielle. Et de temps en temps, la ligne L est mise sur la branche Poissy quand il y a des travaux. Et voilà. Mais voilà, on peut quand même s'interroger sur ces travaux-là, sur comment sont organisés les travaux, puisque on a deux entreprises différentes, la RATP et la SNCF. La RATP arrive à beaucoup moins interrompre les trains le soir et le week-end, et a des meilleurs résultats que la SNCF, qui fait pourtant énormément de travaux. Mince, pas connecté, mais c'est pas grave. Je voulais aussi vous passer un extrait du dernier Parigo. Le Parigo qui a eu lieu, c'était en fin. Je vais réussir à taper mon mot de passe. Non, je ne vais pas y arriver. Hop là. Le dernier Parigo qui a eu lieu, qui était donc celui de fin juin, qui parlait sur les travaux. Puisque il y a eu notamment c'était Séverine Lepère qui est directrice. Hop, on va avancer un petit peu. Qui était interrogée par Bertrand Lambert sur les travaux de soirée. Et je vous invite à écouter cette question qui, pour moi, est très intéressante. Et toute la première partie de la réponse a été d'expliquer pourquoi les travaux, alors que la question était quand est-ce que finissent ces travaux. Voilà. Donc, on n'a pas eu de réponse de quand est-ce que finiront ces travaux. Mais voilà, on aimerait quand même que la SNCF s'inspire de plus de la RATP et qu'il y ait, quand même un vrai questionnement, hein, puisque sur certaines lignes de banlieue en Ile-de-France, on est quand même sur des arrêts de circulation assez tôt, 22h, voire 21h, voire même 20h30 dans certains cas, et pénible pour tous les usagers. Espérons que les années suivantes soient beaucoup mieux.
Changeons de sujet, puisque on va parler d'un événement qui a eu lieu il y a une semaine tout juste, puisque la canicule a entraîné la paralysation du trafic pendant quelques heures à la gare Saint-Lazare à cause d'un affaissement de caténaire. Euh, cet affaissement de caténaire, alors déjà, pourquoi j'en parle? C'est que donc le 1er juillet, pour rappel, il faisait près de 39 degrés à Paris. On était en vigilance rouge canicule. Et il y avait une opération de distribution de bouteilles d'eau organisée à la gare Saint-Lazare devant les caméras. Et ce que nous dit Ville, Rail et Transport, c'est qu'au même moment, vers 16 h, le trafic a été interrompu sur les lignes J et L du Transilien et sur les TER vers la Normandie suite à un problème électrique à la station Pont-Cardinet à la sortie de la gare Saint-Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en gros, la caténaire, donc qui est le câble qui est au-dessus des voies et auquel les pantographes des trains s'appuient pour capter leur courant, sont des câbles qui ont besoin d'être tendus. Que la caténaire pousse, il faut que le câble soit tendu pour résister à cette pression. Comment on les tend? En fait, sur les poteaux des caténaires, vous pouvez voir parfois des contrepoids. Et en fait, bah, c'est très simple. Ces contrepoids permettent de tendre la ligne. Et en fonction de la température, bah, comme c'est un fil de cuivre, et bah, ce fil va être plus ou moins long. Et ce contrepoids permet justement de compenser cette différence de longueur et permet de s'assurer que cette ligne est bien tendue. Mais bah, ce contrepoids, il n'est pas infini. Et quand il fait très chaud et que bah, le câble est détendu, vraiment, vraiment bien détendu, peut arriver que le contrepoids touche tout simplement le sol. Et quand ça touche le sol, ce qu'on peut avoir, c'est que bah, la caténaire se détend. Et là, c'est terrible euh, pour les usagers. Euh, et généralement, et donc je suis tombé sur le blog d'Edel qui fait tout un article puisque lui était dans un train. Comment je me suis retrouvé dans un train vide et climatisé en pleine heure de pointe par 38 dehors. Donc ce qu'il explique, c'est que lui, il était à la Défense, puisqu'il travaille dans le secteur et il devait rentrer à Versailles rive droite. Et bah, en fait, il a subi de plein fouet cette, cet incident. Et du coup, il nous raconte ses aventures. Puisque, ok, on est. Donc, si je vous remets le topo, donc, plus rien ne part et n'arrive de la gare Saint-Lazare. Donc, sur la ligne L, on a des trains qui vont se retourner à la Défense. Pendant ce temps, à la gare Saint-Lazare, ça distribue des bouteilles d'eau devant les caméras, alors que bon, il n'y a plus rien qui roule dans la gare, bon, c'est dommage. Mais en plus, il y a aussi une autre implication, c'est que, outre le fait que le réseau n'est pas adapté à ces fortes chaleurs, en fait, on a aussi un problème, et c'est ce qu'on voit sur cet article de blog-là, on a un problème au niveau de la communication en cas d'incident. Puisque, donc, il devait aller à Versailles rive droite, un train est annoncé à la Défense pour Salon-la-Bretèche, et il n'y a que des trains affichés pour Salon-la-Bretèche au niveau de la gare de la Défense. Il n'y a aucun autre train, il n'y a pas de train pour Versailles rive droite, alors que c'est vraiment les deux branches de la ligne L. Et pourquoi il n'y a aucun train? C'est que il faut savoir que dans ce genre d'incident, les trains de la branche Versailles rive droite en fait, font demi-tour à Saint-Cloud. Pour éviter en fait qu'il y ait trop de trains à la Défense qui se retournent et que ça fasse un bouchon, la SNCF préfère ne faire circuler les trains à Salon-la-Bretèche et dire aux usagers faire une correspondance à Saint-Cloud pour aller à Versailles. Enfin, le dire, c'est ce qu'il dit dans son article. En fait, il n'avait pas du tout l'information. Et du coup, en arrivant à Saint-Cloud,
bah, il est arrivé sur un train quasiment vide, totalement vide. Il y a eu peu de monde à quai au moment de quitter Saint-Cloud. Et là, ça circulait bien parce que bon, bah, le train était climatisé, il y avait quasiment personne, donc autant vous dire que ça allait bien. Donc, ça, c'est une conséquence du réchauffement climatique, hein, malheureusement. C'est qu'on va avoir des scientifiques, on va avoir de plus en plus d'épisodes de canicule de plus en plus forts, de plus en plus fréquents. Mais en plus, si en face, l'opérateur n'est pas capable de faire la communication en temps de situation perturbée, et ben, on arrive à ce problème-là. En parlant de température, il y a aussi la question des trains climatisés, hein, puisque bah, c'est une demande. Et même si par le passé, il y a eu beaucoup de débats sur le problème des climatisations, hein, puisque climatisation, en gros, c'est vraiment transformer une pièce en frigo. On prend la chaleur de dedans et on la met dehors. Bah, en fait, bien que bah, ça réchauffe l'air, faut aussi avoir des priorités et vaut mieux climatiser un train pour permettre aux gens de le prendre plutôt que d'avoir des trains qui sont des véritables fournaises que les gens préfèrent se reporter sur leur voiture qui, elles, ont chacun leur clim. Et sur le total, bah, en fait, il vaut mieux climatiser qu'un seul train que plusieurs centaines de voitures. Mais Le Parisien et BFM TV posent cette question-là sur le déploiement de la climatisation. En fait, on est sur des vieilles rames et c'est au fur et à mesure du renouvellement des rames. Donc, le BFM TV nous dit que 2 tiers des trains et RER et 50% des métros sont climatisés. Pour le reste des métros, c'est en fonction du renouvellement du matériel et ça le sera à horizon 2035. Sur les trams, tout est climatisé, hormis la dernière rame qui reste les plus anciennes, côté 1. Après, il y a aussi certaines lignes, voilà, et c'est ce que dénonce l'AUT FNOT dans cet article de BFM TV, qu'il y a une faible efficacité de la ventilation sur la 1 et sur la 4. Ça, c'est le matériel qui n'est pas très efficace. Sur le RER A, c'est plutôt bien servi. Ça va mieux sur le RER E avec les RER Sur le RER D, pareil, les premiers RER plus les régions deuxièmes sont climatisés, mais il n'y en a encore que très peu. Le RER-C est à peu près à 30% et va perdre en fait des trains climatisés, puisque en fait il y a des trains qui vont partir à la retraite et qui vont être remplacés par des trains non climatisés. Et ça, bah, c'est des trains un peu plus récents qui n'avaient pas été climatisés à l'époque. Donc pour le RER-C, il va falloir attendre vraiment une uniformisation du parc qui va pouvoir commencer que quand ils auront des nouveaux trains. Et encore, pour l'instant, on ne sait pas quel nouveau train on peut mettre sur le RER-C, c'est compliqué. Et sur le RER B, en théorie, les trains rénovés sont réfrigérés, mais il y a un vrai problème de fiabilité d'après l'association. Sur les Transiliens, on n'est plus sur des Franciliens ou des régions de Zen. Donc, à l'exception de quelques lignes comme la ligne U qui a encore des vieilles rames, globalement, c'est plutôt pas mal sur les Transiliens. Et Alès Brest nous signale dans le chat que à Toulouse, par exemple, les VAL 208 NG3, hein, qui sont les dernières rames de métro livrées en 2025, ne sont pas climatisées. Voilà. Donc, c'est quand même dommage de ne pas avoir anticipé ce besoin-là. En tout cas, le problème des températures dans les rames va devenir un souci, déjà pour cet été et pour les étés suivants. Passons dans les brèves, puisque on a eu cette semaine, enfin, cette quinzaine même, l'annonce de Velvet.
un concurrent ambitieux de la SNCF, qui donc, première compagnie ferroviaire 100% privée en France, ambitionne de défier la SNCF dès 2028 sur les lignes Paris-Bordeaux, Paris-Angers, Nantes et Paris-Rennes. L'entreprise promet 10 millions de places actuelles. Donc eux, ils ont pour projet de faire circuler des TGV. Dans cette entreprise, on retrouve Rachel Picard, ancienne patronne des TGV et Intercités à la SNCF, et Timothy Jackson, ex-dirigeant des activités de la RATP en Grande-Bretagne. Donc voilà, encore un énième, j'ai envie de dire, concurrent qui s'annonce sur, sur les rails. Par contre, Velvet ne suivra pas un modèle low cost des Ouigo. On met des centaines de millions d'euros juste pour se lancer. Le ticket d'entrée, c'est 1 milliard, souligne Timothy Jackson dans cet article du 20 minutes. La compagnie garde pour l'instant ses tarifs et son offre commerciale secret, mais promet une expérience repensée. Les essais débuteront en 2026 pour une livraison des rames en 2028. Voilà, donc on va voir si ça va finir comme tous les autres concurrents, c'est-à-dire en eau de boudin. Un petit tour du côté du périph, puisque on a eu l'atelier parisien d'urbanisme qui suit les effets de la mise à 50 km/h du boulevard périphérique parisien. Et globalement, ça note que on a une réduction des nuisances sonores, une réduction des embouteillages et de la pollution. Mais donc la circulation a ralenti, mais on a aussi observé une baisse du trafic horaire moyen. Voilà, et moins 19% sur les embouteillages. Donc c'est assez intéressant et il y a tout un dossier dans Le Parisien, notamment avec des interviews où des élus appellent à rendre toutes les autoroutes franciliennes à 50 km/h, vu déjà les bons effets qu'il y a eu. Et l'idée, c'est donc aujourd'hui, on a déjà des expérimentations d'abaissement de la vitesse à 70 km/h sur les tronçons de l'autoroute A86, A3, A1. Et il y a des demandes, notamment pour tout le tour du périph', enfin tout le tour des lignes qui à l'intérieur de la A86, en fait la deuxième rocade de la région parisienne, soit soit, soit déclassée, ou du moins passée à 50 km/h. Et on a Paul Lecrohart, urbaniste à l'Institut Paris Région, qui propose justement de transformer ces autoroutes en boulevards. Ça répond à tous les besoins et ça bénéficie à tout le monde. Cet article sont à retrouver sur le site du Parisien. Restons sur la qualité de l'air, puisque un article du Parisien toujours nous indique que la RATP et les conducteurs entament un bras de fer concernant la qualité de l'air dans le métro. Donc il y a en gros il y a le CSE MTS, donc qui est la partie métro, transport et services, qui a commandé une étude poussée sur la qualité de l'air à un cabinet d'expertise pour analyser les conditions de travail des personnes travaillant dans les enceintes ferroviaires souterraines afin d'évaluer leur exposition aux poussières et ou à d'autres agents chimiques dangereux et à analyser et évaluer les risques ou les facteurs de risque. Et la RATP a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander l'annulation de cette expertise. Voilà, donc ça se frite un peu, c'est un peu dommage, puisque par le passé, la RATP a voulu faire preuve de transparence sur la qualité de l'air, puisqu'il y a des capteurs de qualité de l'air de Air Paris sur certains quais. Et du coup, là, il y a
l'appel de la justice, donc affaire à suivre donc. Maintenant, on va aussi sur une nouvelle qu'on a appris il y a quelques temps. Donc, on avait la ligne Paris-Normandie, ligne nouvelle Paris-Normandie, qui était un projet de doubler et de construire en fait de nouvelles voies entre Paris et la Normandie pour justement désaturer cet axe. Et il y a eu beaucoup de désaccords. Il y a beaucoup de désaccords entre la région Île-de-France et la région Normandie. Une partie de cette ligne serait construite en Île-de-France et auquel s'oppose la région Île-de-France. Même si certaines associations d'usagers disent bah oui, mais en fait, si on construit une nouvelle ligne Paris-Normandie, ça va permettre de reporter les trains pour la Normandie sur cette nouvelle ligne-là, qui dégage des circulations, libère des sillons pour les trains franciliens. Toujours est-il qu'il y a eu une annulation par la justice d'une partie de l'intérêt de cette ligne, qui oblige à refaire des études. Et on a un communiqué de presse du ministère de la Transition écologique, de l'aménagement du territoire. Alors attendez, il y a beaucoup trop de ministères, il y a beaucoup trop de noms. Voilà, donc ça va être le ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation, logement, transport, ruralité, ville, qui fait un communiqué de presse pour annoncer qu'une nouvelle démarche pour faire un projet partage au service de l'aménagement et du développement du territoire sur cette ligne nouvelle Paris-Normandie. Donc, il y a eu un premier comité de pilotage qui s'est tenu le mardi 1er juin 2025. Et des élus normands plaignent que cette demande de la part de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région, présidente LR de la région Île-de-France, de réclamer un nouveau tracé et de nouvelles études, c'est une façon de perdre du temps pour me torpiller le projet. Voilà. Donc on verra bien ce qui arrivera sur cette ligne. On passe dans le sud de la France avec la ligne Perpignan-Villefranche. On a enfin une réouverture en vue. Alors, pour rappel, l'année dernière, aux alentours du 24 juillet 2024, un TER a déraillé sur la ligne Perpignan-Prades, ce que dit cet article de l'époque de ici. Ici, la radio, hein, anciennement France Bleu. Puisque donc on avait un témoignage, hein. Nous avons entendu un énorme bruit, puis on a vu un gros nuage de poussière, témoigne sur France Bleu Roussillon Alexandra Tora, éleveur porcin à Us. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'accident a fait 5 blessés légers parmi 9 passagers. Il y a eu en fait une coulée de boue sur la voie qui a fait coulée de boue, et une chute de rochers ont entraîné le déraillement d'un train. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en déraillant, le train a percuté une partie du pont, d'un pont qui passe au niveau de la commune d'Eus, dans les Pyrénées-Orientales. Et depuis, ce pont-là est fermé à la circulation, mais empêche également le passage des trains en dessous. Donc la ligne est fermée sur ce secteur-là. Et donc l'Indépendant, le journal L'Indépendant, nous apprend que l'évaluation a été prise par le maire d'Us afin que le pont soit détruit et que le trafic ferroviaire puisse reprendre. Donc c'est Durand-Deux, le maire d'Us, qui SNCF Région État, j'ai cédé à la pression. Nous acceptons une solution que la SNCF a dans ses cartons depuis le 17 janvier, une solution technique qui rend presque impossible une reconstruction peu coûteuse du pont. Une décision pas vraiment satisfaisante pour le premier édile, qui n'espère maintenant qu'une chose, ne pas être tenu responsable de quoi que ce soit. Je rappelle que l'expert du tribunal administratif a mis la responsabilité de l'accident pour 80% à la SNCF, pour 10% à l'ASA, l'association gérant le canal d'arrosage, et pour 10% d'exploitants agricoles voisins. Donc en fait, ça a beaucoup discuté, puisque
la ville voulait que la SNCF paye la reconstruction du pont, puisque en fait, bah, ça pose aussi problème hein, pour les habitants, et voulait que ce soit une solution qui permette en fait que ce pont soit reconstruit euh, euh, de façon pas très coûteuse. Mais voilà, parce que ça coûte très cher hein, pour une petite ville comme la leur. Ça fait déjà un an qu'il n'y a pas de train sur cette ligne. On espère enfin que la circulation puisse reprendre et que le secteur puisse être reconstruit correctement et sans surcoût pour les habitants. Retour en Île-de-France, puisque l'Institut Paris Région publie 5e étude sur les transports en commun ferrés depuis la fin de la pandémie. Et les changements de comportement des voyageurs semblent s'inscrire dans la durée dans cet article de Sébastien Compagnon dans Le Parisien. Puisque donc l'Institut Paris Région fait un rapport et nous indique que 90% de la fréquentation moyenne hebdomadaire observée en 2019 est de retour, hein. Sachant que bien sûr il y a eu 2 nouvelles lignes qui ont été ouvertes depuis depuis 2019 hein, bien sûr. Mais ils ont publié également leur rapport. Je vous invite à lire si vous avez l'occasion. Et on observe que vraiment maintenant, le vendredi est un jour creux. Alors que vraiment, il y a eu une baisse assez significative de la fréquentation sur ce jour-là et qu'on observe en fait tout simplement un changement dans les habitudes hein, qui au passage est assez, j'allais dire drôle, non, mais assez ironique puisque on rappelle hein, qu'avant le Covid, il y avait eu déjà beaucoup d'initiatives pour justement essayer de réduire la fréquentation de la défense. Mais maintenant, là, ça s'est inscrit dans la durée, puisque donc le rapport indique qu'il y a 10% de fréquentation en plus le week-end. Le télétravail continue de modérer la fréquentation des jours ouvrés, moins 4% en semaine. À la pointe du matin, le vendredi reste un jour creux de la semaine avec moins 21% de fréquentation par rapport au mardi. Cet écart s'est renforcé d'1 point depuis l'année dernière, de 15 points depuis 2019, nous indique l'Institut Paris Région. Voilà, donc on a quand même une conséquence visible du Covid. Un nouveau marché pour CAF, c'est Quai numéro 2, le blog, qui nous indique que le constructeur espagnol a été choisi par Grenoble pour la construction de 38 rames en tranche ferme, plus 9 rames en option, pour remplacer les 53 TFS, tramway français standard, pour les remplacer juste. Et donc c'est CAF qui a été choisi. Ça rejoint également leur appel d'offres qu'ils avaient gagné pour Tours. Et le blog nous indique que l'usine de Bagnères de Bigorre remplit son carnet de commandes de son côté en restant dans le seul domaine des tramways. Alstom livre actuellement des rames à Lyon et à Strasbourg. Débute la production pour le trio Besançon-Toulouse-Brest. Que ces 3 agglomérations ont décidé de se mettre ensemble pour commander des rames, a engrangé le marché de Lille et continue ses livraisons pour les lignes T1 et T8 en Île-de-France. Voilà, petit succès pour CAF et avoir un peu plus de concurrence sur la construction des trains, ça permet aussi de s'assurer qu'on n'a pas
un opérateur qui aurait par exemple du retard systémique. Enfin, pour terminer ce podcast, on va terminer par une histoire un peu émouvante dans Ouest France, cette fois-ci. Aveugle, son ami handicapé tombé sur les rails avant le passage d'un TGV. Dimanche 15 juin, un homme non-voyant a fait preuve d'un acte de bravoure en portant secours à son ami handicapé moteur qui venait de tomber sur les rails à la gare de La Baule-des-Pins dans la Loire-Atlantique. L'homme a été médaillé par le maire ce samedi 5 juillet. Et donc en gros, on vous explique que en fait ils étaient dans une gare, donc dans la gare de La Baule, donc son ami handicapé moteur venait de faire une fausse manœuvre avec son scooter adapté. Il a alors chuté accidentellement sur la voie de la gare secondaire bauloise. Sauf que la gare était déserte et un TGV sans arrêt était à l'approche. Le Beaulais non-voyant n'a pas hésité à descendre à tâtons sur la voie pour aider son ami à se relever et hisser ce dernier sur le quai à temps. Voilà, il a donc été sécurisé. Il a donc été... alors, se sont mis en sécurité, certes, mais il a été également médaillé par le maire de La Baule. Franck Louvier, donc le maire, indique cet acte de bravoure est la démonstration que le handicap n'est pas une fatalité. Il peut très bien se vivre au quotidien si notre société s'en donne aussi les moyens. Encore faut-il que celle-ci continue de se rapprocher encore plus des personnes en situation de handicap, au même titre que l'environnement. L'inclusion doit être une préoccupation constante des décisions politiques. Le maire a ajouté qu'il avait écrit à la direction de la SNCF pour lui demander d'améliorer la sécurité dans cette gare secondaire de la Baule-des-Pins, dont la ville tient absolument à conserver son usage. CF, l'article dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Voilà pour ce premier numéro du Pantographe. Nous arrivons à notre terminus. Prochaine circulation dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver ce podcast sur pantographe.nocle.fr pour vous abonner au flux. La version vidéo est également disponible sur Twitch et sur YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Ciao.